Beaucoup plus tard, vers moins 540 millions d'années, la vie se diversifie. Des êtres pluricellulaires, puis les premiers animaux apparaissent, d'abord dans les océans. Puis les plantes et les animaux colonisent la terre ferme. À partir de moins 225 millions d'années, ce sont les dinosaures qui dominent le monde. La majorité d'entre eux disparaît il y a 65 millions d'années, tout comme des milliers d'autres espèces, probablement suite à l'impact d'une météorite. Les descendants des rares dinosaures qui ont survécu, ce sont les oiseaux. Autres survivants de cette extinction massive, les petits mammifères qui vont proliférer, grossir et se diversifier. Parmi les nouveaux venus, les lémuriens, les singes et le dernier de la bande, l'homme. Pourquoi l'ornithorynque est-il un drôle de mammifère? L'ornithorynque est un drôle d'animal. C'est un mammifère, mais il pond des œufs. Son bec ressemble beaucoup à celui du canard, sa queue à celle d'un castor. Quant à son corps, il est couvert d'une fourrure brune à la texture très douce, qui était très recherchée au XIXe siècle, mais la chasse à l'ornithorynque est interdite depuis environ 100 ans. À quoi ça ressemble en vrai? Voilà ce à quoi ça ressemble en vrai. Hop, Ça, c'est voilà. tout. Ah ben non, C'est autre chose. non, ce sont des ornithorynques. Ouais. Ça ressemble un petit peu comme dans les animaux fantastiques, tu sais, le nifleur. Il y a un petit côté ornithorynque. Je viens de m'en rendre compte. Donc en réalité, l'ornithorynque, de nom latin ornithotynchus anatitus, ça c'est pas facile à dire, c'est un animal semi-aquatique, nocturne. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Non. Ça veut dire semi-aquatique, ça veut dire qu'il peut vivre aussi bien sur terre que dans l'eau. D'accord? Souvent la nuit, nocturne. D'accord? Nocturne, c'est pendant la nuit. Endémique de l'ouest, à tes souhaits, endémique de l'ouest de l'Australie. Est-ce que tu peux venir chercher l'Australie sur ton globe? Je crois la trouver. L'Australie. L'Australie, très bien. Elle est là. Très très bien. Et donc, ils peuplent les petits cours d'eau. Longtemps chassé pour leur fourrure, il est désormais protégé dans son environnement, même si son espèce n'est pas considérée comme menacée. Ben, c'est pas plus mal de protéger les espèces, Ouais, c'est mieux que hein, à notre époque où tout est un massacre partout. Enfin bref. Je veux dire, parce que Pourquoi les abeilles sont-elles en danger de nos jours? Vas-y, ce qui nous dit moi. parce qu'elles n'aiment pas l'eau, sinon elles se noient. Si leurs ailes sont trempées, elles peuvent plus voler et l'eau les asperge sous l'eau. C'est aussi un véritable fait. Quand il y a de l'eau, les ailes des insectes sont empêchées dans leur motricité. Mais c'est pas seulement ça. Je vais te lire le petit paragraphe. Cet insecte est sans doute surtout victime des pesticides et d'engrais utilisés par certains agriculteurs. Il serait aussi la cible des animaux venus d'Asie, un acarien et un frelon. En outre, l'abeille est probablement menacée par diverses sortes de champignons ainsi que par un virus qui la paralyserait. Et puis souvent, les gens mettent des coups de torchon ou des coups de chaussure et les écrasent. Ils ont peur de se faire piquer. Ils ont
parfois aussi la phobie du fait de se faire piquer. Alors du coup, il panique et il tape dans tous les sens, il s'agite, et plus tu t'agites, et plus tu as de risques d'énerver et d'exciter l'abeille et de te faire piquer. Alors elle fait sa vie, elle est attirée par tout ce qui est sucré, souvent, Aussi et la guêpe. une fois qu'elle a fini son petit festin, elle s'en va tranquillement. Aussi la guêpe. Bah pareil, oui, c'est un insecte volant. Donc ils sont sujets à se prendre des chaussures, des coups de torchon, des bombes insecticides. Il y a les pesticides dans les champs. Quand elles butinent, eh ben elles butinent leur miel, le pollen des fleurs, avec des pesticides. Donc le miel en lui-même, il n'est pas bon. Donc voilà, c'est une espèce indispensable à toute vie sur Terre pour polliniser de plante en plante, pour qu'il y ait de plus en plus de plantes. Mais vu qu'elle fatigue pour parcourir les champs sans avoir de ruches, elle meurt 1 d'épuisement, 2 de la pollution, 3 de la main de l'homme. C'est compliqué. Voilà aussi le petit massacre des abeilles qui est extrêmement important de prendre en compte de nos jours. Voilà. Moi, Une autre question. Pourquoi le cormoran garde-t-il souvent les ailes écartées lorsqu'il est au sol? As-tu une petite idée? Tu ne sais pas? non. Je te lis le paragraphe. Oui. Le cormoran est un excellent pêcheur. Dans le sud de la Chine, par exemple, il est spécialement dressé pour rapporter du poisson dans son gosier. Qu'est-ce que c'est que le gosier? C'est ça, c'est la cavité, le bol alimentaire. Le bec. C'est à l'intérieur de son bec et un peu dans sa gorge, dans le gosier. Enserré dans un collier qui l'empêche d'avaler sa proie. Donc il bloque la fonction d'avaler, il met ça dans une sorte de poche intérieure, quoi, pour que ça soit comme l'intérieur d'une grosse cuillère. Tu vois? Ça fait un peu ça, ça fait comme une poche à l'intérieur, comme ça. Pour lui permettre de plonger et de nager plus facilement dans un étang ou une rivière, son plumage retient l'eau et se gonfle. Une fois revenu sur la terre ferme, pour se sécher, l'oiseau est donc obligé de garder les ailes écartées, exposées au soleil et à la chaleur, pourvu qu'il vive vraiment dans un pays chaud, même s'il n'y a pas de soleil. Donc voilà pourquoi il vit souvent au sud de la Chine. À tes souhaits, merci. Au sud de la Chine. Je pense qu'on peut en voir certainement du côté aussi du sud du Japon ou de Hawaï ou ce genre de trucs. Parce qu'il me semble qu'ils sont quelque peu migrateurs. Faudrait se renseigner pour être sûr. Ça, c'est un lieu... Mont-Saint-Michel. Voilà, là, ça, tu connais. Quand on va en vacances à Saint-Père, on passe à côté au Mont-Saint-Michel. À quelle période assiste-t-on aux marées les plus fortes? Je sais pas. La marée est due à l'attraction de la Lune et du Soleil. Pardon. Donc, je reprends. La marée est due à l'attraction que la Lune et le Soleil exercent sur la Terre, avec la force centrifuge de la rotation et le magnétisme. Ça attire et ça répulse les courants marins. Donc ça les provoque en fait. C'est pour ça qu'il y a des petites marées et des grandes marées. L'eau de l'océan est alors aspirée et notre planète prend la forme d'un ballon de rugby. Parce que l'eau fait en fait une forme ovale quand elle est attirée par l'un ou l'autre. D'accord? Ok. C'est comme si ça déformait la forme ronde de la Terre, ça la rend ovale, selon l'heure à laquelle on l'observe. Si c'est par la Lune ou si c'est par le Soleil. Quand la Lune et le Soleil se trouvent au même alignement qu'elle,
Leurs forces d'attraction respectives s'additionnent. La marée est appelée marée de vives eaux. Elle est plus importante que lorsque la Lune et le Soleil sont perpendiculaires par rapport à la Terre, ce qui ne provoque que des marées de mortes eaux. Ça fait Si on observe la Terre, elle est sphérique, d'accord? C'est une boule, c'est une ronde, c'est un rond, pardon. oui. Quand il y a le Soleil, par exemple, ici, et en perpendiculaire un peu plus loin, il y a la Lune, la marée va être attirée, pardon, je filme mal, va être attirée comme ça. Donc du coup, la forme ronde de la Terre va plutôt devenir ovale. D'accord? Comme ça, Oui, exactement. elle va plus être ronde. Bah, elle reste ronde, mais elle n'est pas pleinement ronde parce que la Lune... Pourquoi c'est mouillé là? Parce que la Lune fait en sorte que ça attire entre la force magnétique et le fait que la Terre tourne comme ça, et en plus sur elle-même, autour comme ça du Soleil. Et comme ça, et elle tourne comme ça, et comme ça. Ça ne veut pas dire grand-chose tes gestes-là. Tu t'expliques pas très bien là. Comme ça. Non. Et bah du coup, ça attire... on est où nous? On est là. Ça attire les vagues, donc du coup on a marée basse. Parce que l'eau est attirée par là, si par exemple la Lune est là. Hop, ça attire l'eau, donc ça la retire du bord de mer, et du coup on a marée basse, on n'a que du sable. Par contre, à l'inverse, c'est marée haute. D'accord? Si la Lune est de l'autre côté, que le Soleil est là, ça va... Enfin, le Soleil n'a pas grand... C'est compliqué, c'est compliqué. Si. Si. Enfin bref, c'est l'attraction de la Lune qui fait en sorte que les marées sont hautes ou basses. Voilà. Tiens, Skino, j'ai une petite question. Pourquoi la mangouste ne craint-elle pas le cobra? Tu ne sais pas? Non. Face au cobra, dont le venin est pourtant redoutable, la mangouste dispose de plusieurs atouts. La fourrure et la peau épaisse de ce petit mammifère carnivore le protègent des attaques du serpent. Si elle est quand même mordue, la mangouste est en partie immunisée. En outre, elle est très vive et réussit souvent à planter ses crocs dans le reptile. Elle s'en prend directement à la tête, en fait. Elle craque comme ça, là, directement. Là où c'est certainement le plus tendre. Bref, quand les deux bêtes s'affrontent, la mangouste a de bonnes chances, mais pas toujours, de remporter la partie. Donc là, on a un cobra. C'est un exemple. Hein. Je suis désolée, la vidéo est pas terrible. Là, c'est la mangouste. D'accord? Oui. Tu vois, elle a un poil épais. Hop, qu'est-ce qu'elle vient faire là? Elle voit le cobra. Ouais, elle a un petit peu montré les dents, c'est vrai. Bon, la qualité de la vidéo est pas terrible. T'as vu, elle attaque direct le cou. Donc le cou du serpent, là en l'occurrence c'est un cobra, je pense que c'est très tendre et du coup elle attaque directement là pour achever sa proie, quoi. Hop, ça y est, et elle l'emmène. Donc là c'est pareil, d'ailleurs elle a un comportement assez furtif, très étrange. La mangouste se protège et sautille, de peur de se faire mordre quand même par le serpent. Parce qu'il n'est pas invincible. Hein. Et t'as le serpent qui est ennoué tout au milieu de la route, visiblement. La mangouste, elle surveille, elle fait attention autour d'elle. Ah, le serpent a le cou dégagé, il se peut qu'il se fasse attaquer là. Mais il bouge pas.
Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? C'est très réactif hein, comme animal. Hein. T'as vu? Pardon. Ouais, bah on sait pas si elle l'a eu ou pas. Il bouge pas le serpent, hein. C'est étrange comme comportement là. Bah. Ah, on dirait que le serpent il ennoue sa tête et qu'il se dresse avec un anneau. Il n'a pas la tête complètement dégagée. C'est dommage qu'on la voit pas bien sur la vidéo. Parce que le comportement est vraiment très intéressant à étudier. Bon, bah, je sais pas s'il va vraiment faire quelque chose. Puis c'est mal filmé. Là, par exemple, on va avoir une mangouste qui va attaquer carrément des lions. Elle est courageuse et téméraire, la mangouste. Hein. La mangouste est peut-être malade, ou pire, elle pourrait être porteuse de la rage. Il est aussi possible que les 4 jeunes lions aient empiété sur son territoire, et que la mangouste refuse mordicus de se laisser envahir par une bande d'ados bruyants. Elle bondit et parvient à mordre l'un d'eux au museau. Oh! Bien qu'elle ait de petites dents et qu'elle affronte un géant, son attaque fait mouche. La mangouste possède 40 dents conçues pour déchiqueter la viande. 40 dents. Ces rangées de 4 carnassières fonctionnent comme des ciseaux à viande et lui permettent de débiter rapidement ses proies. Il lui suffirait d'un seul coup de dent pour arracher un doigt. En termes de rapport poids-puissance, la mangouste possède une morsure plus redoutable qu'un lion adulte. Eh ben. Crac. Ses attaques lui ont fait gagner du temps. Elle court se réfugier. Dans son terrier. Ouais, Elle dans a son peut-être terrier. pris conscience des risques. Mais elle revient pour la deuxième manche. Un seul coup du lion suffirait à la mettre hors d'état de nuire de manière définitive. Oh là là. Trop sûre d'elle, la mangouste commet sa première erreur. Elle s'expose à un coup de patte Assommé. Bing. qui la remet à sa place. Oh aïe aïe. Par chance, le lion n'avait pas sorti ses griffes. La puissance du coup semble tout de même avoir suffi à calmer les ardeurs de la petite furie. Reste de se calfeutrer chez soi. Pour la tortue, c'est l'instant ou jamais. Le mâle saisit sa chance. Sa vitesse de pointe ne dépasse pas 1 km à l'heure. Mais, comme le dit la fable célèbre, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, le monsieur dans la vidéo, il vient de nommer une fable, fable de La Fontaine, qui est un monsieur qui écrivait pas mal de choses, qu'on étudiera avec le temps. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteignez point sitôt que moi ce but.
Sitôt, êtes-vous sage? Repartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. T'as vu la rime? Élébore encore, ça fait une rime. Ainsi fut fait, et tous deux ont mis près du but les enjeux. Savoir quoi ce n'est pas l'affaire, pardon. Ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait... Tu peux arrêter de bouger tes pieds? Merci. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'attends de ceux qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de rester pour brouter, pour dormir et pour écouter. D'où vient le vent, il laisse la tortue. Aller son train de sénateur, elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire. Tient la gageuse à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque le bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qui furent vains, la tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, n'avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi l'emporter, et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Voilà une fable de La Fontaine. Donc cette fable, en fait, elle raconte que le lièvre va forcément plus vite et que dans leur course, il serait arrivé haut la main à la ligne d'arrivée, comparé à la tortue qui, elle, avance très lentement. Mais comme le lapin était tellement sûr de lui, il a pris son temps sans faire attention que la tortue, elle, avançait tranquillement mais sûrement. Du coup, la fable raconte que c'est la tortue qui a passé la ligne d'arrivée avant le lièvre parce qu'il était trop sûr de lui et bien étourdi. D'accord? Du coup, la tortue, elle, qui est très lente, elle a gagné. D'accord? Donc la morale après, chacun en tire ses propres conclusions, mais elle est en général un lieu commun pour tout le monde. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Fermé. Non, à point. Voilà.